Et puis, à demander à toute une équipe dont je vois qu'elle est prête, avec les mains passées au gel hydroalcoolique, et je vu dans la pénombre, qui va venir nous présenter un retour d'expérience. J'appelle Benjamin Denhard, Julien Cœurdevet, William Save, Pierre-Louis Chouzenou et Alain Iviglia. Donc, on les applaudit très fort. Alors, il y a un endroit où vous serez deux. Voilà, on a poussé un peu les murs parce que vous êtes nombreux. C'est impressionnant de vous voir arriver si nombreux, mais en fait, vous voulez faire passer un message. C'est le message d'une équipe, sans doute, hein, en fait. Et vous voulez nous parler, effectivement, de la question de l'isolation paille dans les constructions publiques, et vous allez nous donner l'exemple du projet du groupe scolaire éco-responsable et performant Anita Conti au Taillan-Médoc. Voilà. Donc, vous avez tous des fonctions différentes dans cette équipe, je suppose, et c'est pour ça que vous êtes tous là autour de moi. Donc, allez-y, je ne sais pas qui c'est qui commence. Alors, honneur au maître d'ouvrage, c'est Benjamin Denhard, c'est ça. Denhard. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, alors moi je travaille à Bordeaux Métropole au service de direction du bâtiment. Le maître d'ouvrage c'est la ville du Taillan-Médoc qui dans son processus de mutualisation autour de 2016 a mutualisé sa partie bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on assure leur conduite d'opération. Et à cette période-là, ils venaient juste de sortir les grandes prospectives de dynamique de population. Et donc, on leur annonçait des ouvertures de classes pour 2022. Donc, on avait commencé à travailler avec eux pour ce futur groupe scolaire, avec une équipe municipale qui est toujours la même aujourd'hui, du précédent mandat, qui, dès le départ, nous avait passé commande d'avoir un groupe scolaire innovant, performant et démonstrateur. Évidemment, qui remplit sa mission évidemment fonctionnelle et aussi de confort pour les usagers. Donc voilà, moi je vais vous faire un très très rapide contextualisation du projet. Après, je laisserai rentrer dans les détails techniques les autres membres autour de la table. Juste pour vous dire quand même que pour vous montrer l'implication de la maîtrise d'ouvrage, c'est que dès le départ, on a entendu les termes de matériaux biosourcés, géosourcés, en tout cas d'essayer de monter les curseurs le plus haut possible, quitte à assumer les risques aussi de projets qui seront très innovants. Et ça a commencé dès la recherche du foncier. Vous allez voir, on va vous présenter le foncier qui a été sélectionné par la ville, qui est un foncier très très contraint par rapport à d'autres, mais par contre qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue environnemental, puisque déjà inscrit dans un cœur d'habitation, mais sur un site occupé. Donc il a fallu faire une opération à tiroir pour reloger les services de la mairie, etc. Donc, et vous verrez, la configuration du site n'est pas simple. Et après, on a lancé classiquement notre cahier des charges. Nous, à Bordeaux Métropole, on a des prescriptions qui commencent. Tous les projets sont E3C1, pour ceux qui sont familiarisés avec la démarche plus c'est moins. Mais on a en plus monté un peu le cahier des charges avec l'obligation de photovoltaïque. On a demandé obligatoirement des matériaux biosourcés. Ça vous sera présenté aussi. Une couverture ENR importante, etc. Et donc, on a passé après, pour des questions de temps et de budget, on a fait un simple concours sur APS. Pour retenir une équipe de maîtrise d'œuvre, on a eu beaucoup de candidatures. Équipe de maîtrise d'œuvre qui se présentera. C'est pareil, on a monté aussi les curseurs au niveau des montants de la maîtrise d'œuvre et des missions complémentaires. Peut-être qu'on pourra y revenir sur les questions, mais ça nous semblait essentiel si on voulait atteindre ce niveau de performance. Donc aujourd'hui, vous le verrez, on est sur un bâtiment qui est E3C2, puisque finalement le projet qui a été retenu, la marche n'était pas très haute pour faire du C2, en tout cas elle était accessible, et vous verrez pourquoi. Et dernier petit point, vous dire qu'aujourd'hui, quand on a ouvert les plis de ce marché, puisqu'on est en phase travaux en ce moment, assez avancé, on est sur une enveloppe d'à peu près 6,2 millions pour une école qui est aujourd'hui programmée à 8 classes, mais tous les équipements communs, c'est-à-dire demi-pension, APS, etc., tout est dimensionné pour du 12 classes à terme. Donc tout est prévu pour une deuxième phase d'extension du groupe scolaire.
Donc voilà, c'est un budget qui englobe une grosse partie des futurs besoins. Je laisse la parole à... Alors, qui prend la parole maintenant? Bonjour à tous et à toutes. Vous parlez bien dans le micro. Pardon, Voilà. William Save, Node Architecture, donc une partie de l'équipe d'architectes de ce projet. On a été invité pour témoigner de notre approche sur le recours aux matériaux biosourcés. Ce projet témoigne en tout cas de la volonté que nous avons à développer les filières de production locale et surtout dans une économie circulaire. On s'inspire des savoir-faire ancestraux qui ont fait leurs preuves et on les réinterprète de manière contemporaine pour les adapter aux conditions et au contexte actuel. Point important aussi, c'est l'approche systémique. Notre démarche est globale, elle est partagée avec l'ensemble des partenaires, tant du point de vue architectural que technique, paysager et urbain. C'est vraiment une élaboration collégiale, c'est ce qui donne cette esthétique et cette particularité à ce projet, de la phase donc, concours et tout au long de l'élaboration jusqu'en phase exé, jusqu'au travail avec les entreprises. Donc petit rappel de ceux qui produisent la commande, donc c'est la ville du Taillan-Médoc et donc Bordeaux Métropole en pilotage. Sans eux, le projet n'existe pas, c'est la base, c'est l'initiative. C'est, comme disait Monsieur Desnard, c'est que c'est eux qui mettent les curseurs. Habituellement, on fait le plus possible avec ce que l'on a. Là, on nous a donné l'opportunité d'aller au plus haut, donc on a saisi l'opportunité. Donc la demande de la maîtrise d'ouvrage, c'était d'accueillir donc 5 classes pour l'école élémentaire, 3 classes pour l'école maternelle, des espaces partagés, donc un accueil périscolaire et des espaces de restauration, mais aussi une salle polyvalente un peu autonome qui est accessible pour les associations de quartier. Pour les ambitions environnementales, en fait, elles étaient clairement affichées depuis le début, donc avec le label E+C-, et ensuite des performances énergétiques affichées, donc utilisation de matériaux biosourcés, confort d'été et lumière naturelle, ce qui était complètement dans notre approche originale, donc pas de souci de ce point de vue-là. Donc la localisation, c'est situé au nord-ouest de l'agglomération bordelaise, donc dans un tissu pavillonnaire, diffus, avec de grandes masses boisées à proximité, c'est caractéristique de cette frange de la périphérie urbaine bordelaise. Donc le parcellaire, ce sont des lanières imbriquées issues d'une pratique et d'une identité agricole, donc avec une morphologie très particulière de parcelles en long qui déploie une longue façade sur l'espace public. On a utilisé ce principe-là. Contrepartie, c'est un ancien site technique, de centre technique, donc on n'a pas pu utiliser la végétalisation existante puisque on n'en avait pas. Donc, au niveau de la morphologie du projet, donc au rez-de-chaussée, on a 3 grands volumes qui composent le programme du groupe scolaire. Donc, l'école maternelle, au sud, on a la salle polyvalente, au nord, et au centre, les espaces partagés, donc l'accueil périscolaire et la restauration. À l'étage, on a positionné donc l'école élémentaire en pont au-dessus de l'ensemble des volumes. Donc la contrainte de cette parcelle en longueur, on en a tiré une qualité, c'est-à-dire qu'on a fait une organisation linéaire avec un long axe structurant qui avait pour objectif que tous les espaces se succèdent avec une grande fluidité. La parcelle nous empêchait d'avoir une véritable compacité à cause de son étroitesse, mais ça nous a permis aussi de développer de manière significative les façades et d'optimiser l'éclairage naturel et la ventilation aussi avec les espaces traversants. Donc ces espaces extérieurs, en fait, on les a renvoyés aux extrémités pour recentrer le projet au cœur de la parcelle. Et on a imbriqué dans ces espaces les cours, la végétation, donc en créant des espaces singuliers,
basés sur des palettes de végétaux locaux qui génèrent aussi des îlots de fraîcheur. C'est important d'avoir cette sensation d'humidité pendant les périodes d'été. Et ça permet aussi d'avoir une zone d'ombre portée assez importante sur toute la façade ouest. L'ensemble des végétaux plantés sur ces cours, donc ce sont des arbres à feuilles caduques, ce qui permet en période hivernale de bénéficier du maximum du rayonnement solaire. Donc le projet s'inspire largement de son contexte par sa structure urbaine et par ses gabarits, donc il s'insère paisiblement dans ce tissu pavillonnaire. Il est légèrement un peu plus élevé. On a des rythmes de pente de toiture régulières qui nous permettent de développer des toitures à 2 pentes, orientées nord-sud, avec une toiture en bac métallique, particularité puisque son traitement est à base d'huile de colza. Donc sur ces toitures à pente orientées de cette manière, on a au nord des fenêtres de toit qui permettent de maximiser le confort des usagers, et au sud, le positionnement des panneaux photovoltaïques. Tout le reste, ce sont des toitures végétalisées qui permettent après d'être adaptées et de transformer en extension potentielle à l'étage. Donc pour réduire l'impact dans son contexte aussi, on a décalé le boulon. C'est des heures de travail par nos ingénieurs et nos dessinateurs. Donc c'est AIA qui est bureau d'études exécution, qui fait partie de la maîtrise d'œuvre. Donc ça a permis de pouvoir faire un démarrage de chantier assez rapide. Il est multimatériaux, il y a une grosse liaison avec le béton, le pisé, il y a une modélisation sismique globale. Et nous, on est là sur la partie vraiment maquette de production pour faire le lien avec notre atelier, nos machines à commande numériques. Donc il y a du gros boulot de la part de bureau d'études AIA et de notre bureau d'études aussi en interne, et du coup un échange quasiment quotidien sur tous les sujets. Donc ça c'est vraiment très important à préciser, parce qu'aujourd'hui dans les marchés bois, il faut compter vraiment du temps d'étude. Donc quelques chiffres à vous donner, donc des chiffres un petit peu intéressants. Alors tout d'abord, sur la partie paille, voilà, donc il y a 1800 m² d'isolation, ça fait à peu près 4000 bottes, donc 4000 bottes à manipuler. On a choisi de tout préfabriquer dans notre usine de Canéjan, donc ça offre quand même un confort pour nos compagnons, c'est important. Ils font ça au sec, et après on filme bien les murs pour les envoyer sous forme de modules sur chantier. Au niveau du bois, on a 500 m3, donc 500 m3, l'ordre d'idée c'est à peu près 1000 arbres. Donc 500 m3, c'est une très belle opération bois, et ça représente environ 1 250 000 € le montant de nos travaux. Donc sur la partie circuit court, donc on l'a évoqué tout à l'heure, il y a vraiment aussi sur le lot bois un aspect circuit court important. Donc déjà dans le choix des entreprises. Donc nous, la Mécole, on s'est associé à l'entreprise L'Anedera pour répondre. Donc L'Anedera, c'est plutôt eux qui ont initié la démarche. En fait, on est leurs fournisseurs de bois lamellé collé, et ils sont situés au Taillan. Donc ils avaient envie de répondre à cette opération, et ils nous ont sollicité s'ils pouvaient nous accompagner. Donc on a foncé de suite, ça c'était hyper intéressant. Donc nous on profite de leur réactivité, qui sont vraiment à côté du chantier. Et là ça se finit, on a des équipes de chantier qui sont mixtes. Donc un de nos chefs d'équipe et un de nos compagnons, et avec une personne de l'Anedera. Donc on est vraiment en fusion continue sur l'opération, donc on partage notre expérience, c'est vraiment assez atypique pour le souligner, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et au niveau du bois, donc le bois lamellé collé est en pin des Landes, donc avec un approvisionnement d'un rayon moyen inférieur à 100 km, et surtout une fabrication dans nos ateliers de Canéjan, donc ça c'est important, on pourrait prendre du bois local, mais aller le faire coller à 600 km, et là on perdrait, on aurait vraiment l'effet inverse d'utiliser la ressource locale. Donc sur ce circuit court, juste pour information, quelques chiffres, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on le voit avec les temps de transport, on imagine que c'est un bilan carbone qui est bon. On n'avait pas cette FDES au moment de l'appel d'offres, mais elle a été publiée en août. C'est une FDES spécifique sur le bois lamellé collé en pin des Landes fabriqué dans notre usine. Et à titre d'exemple, vous avez ce qui était noté dans la notice environnementale du DCE, donc un indicateur d'équivalent d'émissions de gaz à effet de serre, qui était de 104 kilos. Et aujourd'hui, notre FDES indique 37,4. Donc on est vraiment au-delà des performances. C'est très intéressant.
Juste maintenant pour la partie paille, il me reste 2 petites diapos. Donc Voilà. les 2 techniques retenues, c'est la première, c'est pour les murs qui recevront un bardage ventilé, la technique du caisson et qui sera identique pour la toiture. Donc là, on fait une ossature en bois qui fait 36 cm d'épaisseur. On s'adapte à la botte de paille de la filière agricole, 36 par 46 environ. On utilise bien entendu les règles professionnelles. On est formé à la propaille. Donc là, si vous avez besoin, il faut vous rapprocher du réseau. C'est obligatoire pour construire en paille aujourd'hui. Et donc après, on vient encapsuler ce mur avec des panneaux de chaque côté. Donc ça s'apparente vraiment à de la technique de construction bois plus conventionnelle qu'on connaît chez les charpentiers. Et après, la deuxième technique, donc, qui est un petit peu plus complexe, je dirais, c'est quand on a la paille qui est support d'enduit directement. Donc là, on va faire un système où on encoche les bottes de paille et l'ossature, elle ne va plus faire 36 cm, mais elle va plutôt faire 14 cm ou 20 cm en fonction des charges à reprendre. Et on voit en bas à gauche, on a développé une machine pour encocher les bottes, parce qu'on imagine que sur 4000 bottes, on ne va pas faire ça à la main. Et après, voilà, on filme bien sûr nos murs en atelier pour pas qu'ils prennent l'eau sur chantier, donc ça c'est important. Et là, vous avez 3 petites photos de l'usine, donc des solives en lamellé collé avec les connecteurs pour le bois béton, des fermes traditionnelles préassemblées, et sur chantier, donc des murs ossature bois avec les fermes et les caissons de toiture. Merci Monsieur Chouznou, vous avez terminé. Voilà, très bien. Alors Alain Iviglia, évidemment, vous êtes réduit à la portion congrue puisque je suis comme le peintre, moi. À chaque fois sur les chantiers, là, le peintre il doit faire vite et il doit faire bien. Donc, le parent pauvre, quoi, en quelque exactement. sorte. Je vais essayer de bon, faire mais vite. là, vous avez quand même une session de rattrapage puisque vous serez tout à l'heure dans la table ronde. Alors, oui, quelques absolument. mots, voilà. C'est pour ça que je ne vais pas forcément m'étendre sur le sourcing. Alors si, juste avant, donc je me présente. Donc Alain Iviglia, vous me connaissez plutôt sur la restauration de monuments historiques ou du patrimoine en taille de pierre ou en charpente de couverture. Donc on a mis un pied dans la terre. Alors on fait un peu de restauration de maisons à pans de bois ou de cloisons ou de façades depuis un certain temps, mais c'est vrai que c'est une toute petite activité. Donc c'est du torchis. Mais là, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire quelques chantiers avec un artisan terre crue qui s'appelle Christian Bord, qui est dans le 65, qui est sur les contreforts des Pyrénées, et qui travaille depuis 15 ans sur cette matière. Et donc on a fait quelques chantiers ensemble, notamment un très très beau chantier à Sainte-Christie d'Armagnac, qui est une bâtisse du 15e, entièrement en terre crue, une maison tout en bois, à pans de bois, avec du pisé, de la daube, du torchis. Enfin, il y a toute la terre est employée sous toutes ses formes. Et donc, quand on a vu passer cet appel d'offres, je lui ai demandé s'il accepterait d'être mon conseil pour faire ce chantier, et puis on s'est lancé. Voilà. Donc, c'est des murs porteurs, effectivement. Le sourcing, donc, je ne vais pas vous en parler, mais c'est vrai que c'est une phase très importante, et on en reparlera tout à l'heure. Il a été laissé à ma charge dans le cahier des charges, dans le cadre de l'appel d'offres. J'avoue que je ne m'attendais pas à passer par les étapes par lesquelles je suis passé. Donc j'ai enfoncé beaucoup de portes ouvertes, avec beaucoup de vides derrière. Donc on aura l'occasion d'en discuter. Mais en tout cas, ça a été très formateur. Ça, pour le coup, on a beaucoup appris. Donc c'est une terre qu'on a trouvée après pas mal de recherches sur Montpont, effectivement, pour des questions de couleur notamment, qui a une très jolie couleur, effectivement ocre. C'est une terre formulée, puisque nous n'avons pas trouvé de pisé natif. J'en reparlerai aussi tout à l'heure. Je vous l'expliquerai, oui. Voilà. Donc on a fait... Je suis surveillé. Hein. On a fait plein de petits murets, vous voyez, à l'atelier. Donc mes gars se sont bien amusés. Et je suis assez content d'eux d'ailleurs parce que j'ai trouvé chez mes maçons, évidemment, parce que les casse-cailloux, eux, la terre, c'est pas leur truc. Mais chez mes maçons qui travaillent la chaux, les enduits, les patines, les badigeons, la limousinerie, les briques. Donc ils ont été tous très très intéressés par cette matière. Et donc j'ai pas eu trop de difficultés à trouver des gars pour s'y intéresser. Donc une fois passé la formulation, il a fallu passer à la caractérisation. Donc on a été avec AIA chez I2M, qui est le labo de l'Université de Bordeaux, pour vérifier les caractéristiques. Donc ça a été une étape importante, d'autant plus que la formulation, il a fallu la déterminer. Et si les essais ne marchent pas, derrière, il faut reformuler ou remodifier un peu sa formulation. Donc c'est un peu complexe, mais enfin on est arrivé dans un délai qui était un petit peu court, mais bon, finalement on a bien gazé. Ensuite, donc il a fallu passer par l'étape du mur témoin, qui est là aussi, on a failli pas le faire parce qu'on a été pris par le temps, mais
on a quand même réussi à le faire, et heureusement, parce que ça nous a appris beaucoup de choses. On était bien contents d'avoir ça sous la main. Donc c'est l'occasion aussi d'étudier pas mal de choses, notamment les joints de fractionnement, la position des linteaux, les sapins de chaux, enfin bref, beaucoup de choses. Voilà, vous avez quelques exemples là. On a fait différentes colorations des mortiers de chaux là, pour les renforcer les angles. Et puis la mise en œuvre, alors la préparation de la terre, une fois qu'elle a été identifiée, c'est pour ça que je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est vrai que c'est une étape importante. Faire ce que fait la nature naturellement, c'est pas simple. Donc pour mélanger de l'argile à de la grave minière, il faut les bons outils, il faut le temps, il faut qu'il fasse sec. C'est des conditions qui ne sont pas simples à réunir. Et il y a de la reprise, non seulement à la carrière, ensuite chez nous, ensuite avant de piser la terre, il faut qu'elle soit à la bonne. Il ne faut pas qu'il y ait de motte, il ne faut pas qu'il y ait de boules, il faut qu'elle soit à la bonne humidité. Et tout ça, nous, on l'a bien découvert, ça nous a bien servi. On a cassé un ou deux godets malaxeurs parce qu'on n'avait pas une terre assez fluide. Donc on apprend sur le tas, c'est très intéressant. C'était une école alors. Oui, absolument. Mais c'est pour ça que c'est une très bonne, un très bon projet, un très bon exemple. La terre, il faut la mettre dans des banches, par couches successives. Donc ça se calcule aussi en atelier pour vérifier quelle est la couche optimale, on va dire. Donc on en met environ 15-16 cm avec des pisoirs, donc des éléments pneumatiques. On la compresse pour la réduire à 10 et ensuite on fait des couches de 10 cm comme ça jusqu'à 3 mètres de haut, 3 mètres 50. Donc voilà, c'est un travail pour des gens costauds. Alors il ne faut pas laisser le gars au pisé toute la journée parce que sinon le lendemain il ne revient plus. Donc il faut faire des séances de 2-3 heures, on va dire. C'est régi par le code du travail d'ailleurs, c'est comme les marteaux-piqueurs, on peut pas travailler plus de 3 heures dessus. Voilà, et puis écoutez, le résultat est intéressant. Mes maçons, ils sont très contents de faire ce travail. On organise quelques visites. Il y en a eu une jeudi dernier, je crois, mais il y en aura d'autres peut-être. Il y en a une autre après-demain, qui est organisée par AIA. Il suffit de demander à Monsieur Save ou à moi-même, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, il faut savoir qu'on va reprendre, on a fait une interruption là pour l'hiver, mais on va reprendre une phase de pisée à partir des beaux jours, du printemps, dès que les conditions seront favorables. Donc on pourra refaire des visites aussi à ce moment-là avec de l'action sur site, ce sera encore plus intéressant. Et il ne faut pas oublier toutes les mesures de protection pour faire le pisé. Pendant qu'on fait le pisé, il faut toujours avoir un échafaudage avec des bâches, parce que la moindre petite ondée ou passage pluvieux est une catastrophe. Et une fois qu'on a terminé, il faut le protéger de façon à ce qu'il ne soit pas... le temps que la charpente ou la couverture se fasse, il faut le protéger. Donc c'est aussi des notions importantes à savoir, quoi. Merci. Voilà, très bien. Maintenant, on passe directement aux questions, s'il y en a, et je suis sûr qu'il y en a, en fait. Voilà. Sur Internet, des internautes nous questionnent. Les petits oiseaux sont de retour. Et Béatrice également signe son grand Béatrice. retour. Bonjour Béatrice. Merci Béatrice pour votre question. Alors, avez-vous également pu réfléchir aux mises en œuvre permettant la déconstruction pour réemploi et recyclage? William? Alors, sur le principe, on n'a pas fait un travail spécifique. Disons qu'au niveau du réemploi, tous les ouvrages en bois peuvent être récupérés en réutilisation en section plus réduite. Le pisé, c'est son gros avantage, c'est qu'il suffit de faire tomber le mur, de le débarrasser des chaînages d'angles que nous avons voulu, qui sont, eux, stabilisés. Et ensuite, il peut être repisé à l'infini. En fait, c'est un matériau qui peut être complètement réutilisable perpétuellement. Voilà. On a une question dans la salle. D'accord, on la prend. Oui, bonjour. Yael Larose, bureau d'études La Sismore. J'interviens juste après, mais j'avais une question. Pourquoi le pisé? Comment s'est imposé le procédé du pisé? Pourquoi pas la BTC ou un autre système? Comment ça s'est décidé, ça? Alors, tout d'abord, vous l'avez vu dans le début de la présentation, mais nous sommes 2 agences d'architecture et nous sommes associés donc à Milieu, qui est basé à Nancy, qui, eux, avaient déjà réalisé un mur en pisé. On avait échangé avec eux, c'est quelque chose qu'on voulait essayer, nous aussi. On s'était dit que c'était l'opportunité. Quand on a été sélectionné, je crois que sur le concours, il y a eu 3 réponses complètement différentes.
il y a eu de la pierre, il y a eu du bois avec de la fibre de bois, et la maîtrise d'ouvrage a choisi donc le pisé. Nous, on essaie toujours sur chaque projet de tester un nouveau matériau biosourcé, géosourcé. On est très intéressé par le développement des filières locales. Donc la paille, c'était largement initié. Le bois, on voit bien qu'on a maintenant des partenaires qui nous l'apportent vraiment à proximité. On a pensé au pisé parce que c'est aussi très intéressant de travailler sur la terre directe. C'est-à-dire que dans son immédiateté de matériaux, c'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Voilà. Au-delà, en plus de l'esthétique et de sa caractéristique, ses performances aussi, la perspirance, l'effet de masse. Il y a plein de qualités aussi du matériau en lui-même au niveau thermique. Surtout avec les problématiques qu'on risque de rencontrer de réchauffement. Et donc du coup, des matériaux à masse sont intéressants à développer. Donc sur ce projet-là, on pouvait l'initier et peut-être que demain, on en verra beaucoup plus souvent. Et justement, comme disait Julien, pour utiliser le matériau là où il faut, pour ses caractéristiques, on aura une corde de plus à notre arc dans l'ensemble des matériaux bio et géosourcés. Et qui a plu à la maîtrise d'ouvrage, bien sûr. Voilà. Une question. Voilà. J'y vais. Merci. Merci pour votre présentation. J'aurais deux petites questions. Une question sur le planning chantier. Je suis là. Sur le planning chantier, si j'ai bien compris, vous avez arrêté le pisé parce qu'il faisait pas beau et vous reprenez quand il faisait beau. Donc ça me pose un peu question sur le phasage. Et j'en profite la deuxième sur les performances acoustiques. Est-ce que le pisé, c'est suffisant sur l'isolement acoustique ou est-ce que vous devez rajouter des compléments acoustiques dans le cas d'une école ? Alors, tout d'abord, pour la question du phasage. Effectivement, le matériau du pisé nécessite une interruption, en tout cas, suivant les conditions de mise en œuvre, une interruption au moment de l'hiver. Clairement, on peut piser l'hiver avec un barnum fermé et une zone chauffée, ce qui nous paraît assez aberrant. Donc nous avons fait le choix plutôt de faire cette trêve hivernale. Au départ, le chantier, la partie pisée doit être faite avant. C'est-à-dire qu'on a eu un glissement lié notamment à des découvertes en sol et aussi aux problématiques de sourcing. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément complètement anticipé dans notre planning. C'est que entre le sourcing, les recherches, le travail des entreprises et après les aléas de chantier que l'on a eu malheureusement sur ce site, ça nous a empêché de faire la troisième zone, la dernière zone en fait en pisé. Voilà, juste avant l'hiver. Mais normalement, c'était prévu comme ça, effectivement. C'est un matériau qui nécessite un calage planning très précis, à cause justement de la pluie, puisqu'on a un niveau d'hygrométrie maximum au moment de sa réalisation. Pour la partie acoustique, alors là, pas précisément, je ne pourrais pas vous répondre précisément, puisque nous n'avons pas notre acousticien et acoustique là, mais on a un mur qui a une masse importante. On l'utilise notamment dans les salles d'activité qui, elles, ont l'ensemble des plafonds avec un traitement acoustique, des plafonds bois. Et ensuite, on a un léger doublage aussi avec du coton à l'intérieur pour pouvoir... Comme ce sont des endroits qui pourraient éventuellement avoir des chocs ou des frottements, on a préféré protéger. Et puis après, il y a la question aussi du thermique, où on est toujours obligé, même avec des matériaux où on le sait, ça fonctionne très très bien, de mettre des petits compléments de rustine purement calcul, quoi. C'est bon ? Oui. Alors, il y a une question, Alain, et il y a également un message. Le message étant, il va falloir une réponse concise à une question qui, je suis désolé, ne l'est pas. François pose une question. Pouvez-vous préciser le fonctionnement entre la ventilation naturelle et les brasseurs d'air avec la ventilation mécanique que je suppose en simple flux, compte tenu d'une forte présence humaine en période scolaire, tant en hiver qu'en intersaison et en période de canicule ? Ah, ça, c'est pour Julien, hein, ça c'est sûr. Hein.
Alors, très court, très court, tentative Julien. super court. Non, on a quand même une double flux décentralisée, donc on récupère quand même la chaleur. On a une récupération de chaleur. Le brasseur d'air ne fonctionne exclusivement qu'en temps de présence et en période estivale pour abaisser la température ressentie jusqu'à 4 degrés. La température ressentie avec 1 mètre par seconde jusqu'à 4 degrés, c'est redoutablement efficace, surtout si vous partez d'un endroit très correctement stabilisé comme celui qu'on aura là. On ne va pas aller passer de 36 à essayer de... Si on brasse de l'air chaud, on a chaud. Donc on est absolument certain du succès de l'effet du ventilateur brasseur d'air, qui d'ailleurs on en avait déjà il y a 70 ans dans pas mal d'endroits. On les remet juste dernièrement en tertiaire, en bureau, et ça fonctionne très très bien. Et la ventilation naturelle a une fonction de renouvellement d'air et de dégagement de polluants en mi-saison et l'été exclusivement. On a donc un fonctionnement en période de chauffage protégé dans un bâtiment très isolé, très intense chaleur, avec une double flux décentralisée. Point. Merci Julien. Autre question, c'est François toujours ou... Ce n'est pas François. Alors déjà, Béatrice vous remercie tous pour ces beaux projets. Voilà, merci Béatrice. Et puis Elsa, avez-vous équipé le bâtiment et la cour en système de mesure de l'hydrométrie pour un suivi après livraison? L'oiseau commence à fatiguer. Non, il n'y a pas d'équipement particulier de mesure à terme. Pas encore. On ne l'a pas envisagé en tout cas à ce stade. Oui. Non, alors dehors, non, il n'y a pas besoin spécialement à l'extérieur. Pour ce qui est du pisé de la terre crue, non, on pourra. On est intéressé toutes les zones qui offrent de la terre crue à l'intérieur. Donc à l'intérieur du doublage isolant, on va compter sur cette terre crue pour nous aider à stabiliser l'hygrométrie dans l'air. Hein. La terre crue, plus que pour le coup aucun autre, tout autre matériau minéral, va être capable de stocker et relarguer ultérieurement une quantité phénoménale de vapeur d'eau. Donc ça va aider à stabiliser l'hygrométrie en plus de la température. Et voilà, si on a envie de faire quelques mesures pendant la période de suivi en exploitation, on le fera avec plaisir. Nous, on va démarrer avant sur d'autres projets, on sera équipés, donc on pourra le faire en complément. Merci. Une autre question en salle. Il y avait une autre question en salle. Voilà, allez-y. Thiago Mendes, Proclimat. Une question plutôt sur la partie extérieure. Quel est le choix qui a été retenu pour le revêtement des espaces de jeu, les espaces de pause pour la partie extérieure? Parce que je pose cette question parce que c'est vrai que souvent en France, on voit des espaces qui sont soit bétonnés, soit avec du bitume ou un revêtement de ce style-là. Merci. Alors, ça a été une discussion là-dessus. Nous avons proposé de faire des espaces complètement végétalisés. Ce que l'on a sur la partie maternelle, donc sur le jardin qui est en pointe. Par contre, sur la cour élémentaire, la municipalité voulait expressément d'avoir de l'enrobé. Donc, ce qu'on a fait à minima, puisque tous les espaces qui sont protégés, on les a traités avec un caoutchouc recyclé. Et ensuite, on a fait des insertions de lames de bois pour faire rentrer les eaux dessous. Donc, on a respecté la demande d'avoir des zones de ce type-là, mais on les a complètement minimisées. Et sur les parkings, on est sur un produit type Evergreen, mais ce sont des lames larges de béton qui offrent une perméabilité, je crois, de 60% de pleine terre. Voilà. Voilà. On en reste là ou vous avez encore une question. C'est la dernière. C'est la dernière, hein, parce que après, Ève. Je vais faire très vite. J'en ai une et demie. La première, c'est pourquoi ne pas avoir mis de la paille en toiture végétale? Et la seconde, je me pose une question au niveau des enduits terre, avec la compatibilité de la vie en œuvre, c'est-à-dire des enfants qui vont solliciter des enduits terre. Comment vous imaginez que cet enduit terre va survivre aux enfants dans la vie du bâtiment? Ah là, déjà, vous avez une connotation un peu péjorative. Alors, je fais moi-même des enduits terre et j'en connais certaines limites. D'accord. Alors, nous, on se dit que c'est un moyen pédagogique d'entretenir les bâtiments, c'est-à-dire qu'en expliquant aux enfants ce qu'est ce bâtiment, ce qu'il représente, ses matériaux,
peut-être qu'il y aura une mise à distance, qu'ils feront attention. Ensuite, ayant déjà travaillé pour des écoles, je sais que même le plâtre et la peinture, de toute façon, ne résistent pas aux enfants. Donc, après, c'est des matériaux qui peuvent être repris. Hein. Donc, il faut que ça vive, mais on ne va pas interdire les enfants de vivre. On va plutôt aller sur la pédagogie. Voilà. Et la première question, c'était... Oui, c'était quoi la première? Ah, toiture en paille. Ah, isole en paille en toiture. Alors là, c'est parce qu'on avait on n'innove pas à 100% sur tous nos projets. Donc on travaille quand même avec des bases acquises. Donc là, on avait ce principe de plancher bois connecté que l'on maîtrisait. Et comme on souhaitait faire donc du coup une toiture végétalisée qui après, à terme, peut être enlevée. C'est-à-dire que la partie qui est au-dessus de la restauration est support plancher pour une extension en bois. Donc c'est pour ça qu'il fallait cet effet... par contre, toutes les toitures à pente, oui, toutes les toitures, tous les caissons avec une pente sont en paille, caisson paille. Mais c'est uniquement les toitures végétalisées qui, elles, on est parti sur des planchers plus classiques, on va dire, parce que demain, on a 3 classes possibles sur ce site. C'était ça un peu l'idée. Donc une partie en paille quand même. L'essentiel des toitures est en paille. Bon, merci pour vos questions. S'il y a d'autres questions, ce sera tout à l'heure au cocktail de clôture. Hein. Un grand merci et de grands applaudissements à toute l'équipe ici présente.